Bienvenue pour cette vidéo courte sur le chapitre des alcanes. C'est le premier chapitre de chimie organique. Déjà, sachez que la chimie organique, c'est la chimie du carbone. Le carbone va être l'élément principal. Et dans ce cours, on va commencer par faire des rappels sur la nomenclature. La nomenclature, elle permet de donner un nom universel à une molécule. Pour que deux chimistes, si on parle de butane, si un chimiste parle à un autre chimiste, qu'ils parlent de la même molécule. Et pour ça, on a des règles. La première règle, c'est de repérer la chaîne carbonée la plus longue. C'est-à-dire que une molécule, donc, disons que là on a du carbone, je ne représente pas là, les liaisons hydrogène, pas besoin. Et là je vais mettre carbone, carbone. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois commencer par repérer la chaîne carbonée la plus longue. Là, si je pars d'ici, j'ai un carbone, 2, 3, 4, 5, 6. Si je bifurquais avant, j'aurais 1, 2, 3, 4, 5. Donc cette chaîne carbonée, c'est la plus longue, donc c'est celle-ci que l'on va prendre. Et on a des noms pour combien de carbone on a. Si on a un carbone, donc si on a du CH4, ce sera du méthane. Si on a du CH3, CH4, ça, ce sera de l'éthane. Si on a 3 carbones, ce sera du propane. Si on en a 4, ça sera du butane. Donc ça, c'est du propane. Et si on a du butane, parce que là, ici, on rajoute un CH3. Butane, pentane, hexane, heptane pour 7, octane, nonane, décane. Voilà, c'est les 10 premiers qu'il faut connaître. Les autres, il n'y a pas besoin de les savoir. Mais donc là, vous voyez qu'on on a un souci, c'est qu'on a 6 carbones. Donc 6 carbones, ça va être de l'hexane, mais j'ai aussi une ramification. On voit qu'on a un groupe alkyle, ce qu'on appelle un groupe alkyle ici, en annexe de ce carbone. Ce groupe alkyle, c'est un groupe éthyle. Si j'ai un... Donc là, admettons que j'ai une chaîne, et là j'ai un CH3. Ça, c'est un groupe méthyle. Méthane pour CH4, méthyle pour un groupe annexe CH3. Si j'ai du CH2, CH3, donc ici c'est du, bon, c'est du CH2 mais on s'en fiche. Si j'ai du CH2, CH3, là j'ai deux carbones en annexe, donc ce sera un groupe éthyle. Si j'ai trois carbones, propyle, butyl, etc. Donc il va falloir que je dise sur quel carbone il est situé. Parce que si mon groupe éthyle, là, il est sur mon carbone 3, mais il pourrait très bien être sur mon carbone 2. Donc il faut que je le dise qu'il est sur mon carbone 3. Il faut que mon groupe alkyle, il ait le numéro le plus petit. C'est-à-dire que si je pars de ce carbone-là, carbone 1, carbone 2, carbone 3, mon groupe éthyle, il sera sur le carbone 3. Si je pars de l'autre côté, donc ça c'est le carbone 1, le carbone 2, le carbone 3, le carbone 4. Si je pars de ce côté-là, mon groupe alkyle, il va être sur mon carbone 4. Ce carbone-là, ce sera le carbone 4. Eh bien, ce n'est pas le bon sens à prendre. Il faut que je prenne le sens qui minimise le numéro de mes groupes alkyles. Donc ici, le sens qui minimise le numéro là, de mon groupe éthyle, c'est ce sens-là, puisque là, il se retrouve sur le carbone 3, alors que là, il se retrouverait sur le carbone 4. Donc comment va s'appeler cette molécule? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc c'est du hexane. Et j'ai un groupe éthyle, donc 1, 2, 3, j'ai un groupe éthyle sur mon carbone 3, donc c'est du 3 éthyle hexane. Et on met un tiret entre les chiffres et les lettres. Si on avait un groupe méthyle, ici, je vais représenter sur mon carbone 2, je vais mettre un CH3. Il faut que je le dise. Ce groupe méthyle, il est sur mon carbone 2. Donc qu'est-ce que l'on va avoir? On va avoir du 3-éthyle, 2-méthyle, 2-méthyle, hexane. Pourquoi je note comme ça? Pourquoi je mets mon méthyle après mon éthyle? Parce qu'on respecte tout simplement l'ordre alphabétique. Le E, il vient avant le M, donc on va d'abord mettre le groupe éthyle dans le nom, avant le groupe méthyle. Si on avait un groupe butyl, et bien dans ces cas-là, il faudrait mettre le butyl avant le éthyle. Le nom d'une molécule, il doit vraiment pouvoir permettre de le redessiner. Si je vous donne un nom, vous devez être capable de représenter cette molécule. Une question que le prof aime bien tomber, c'est sur la température d'ébullition sur des molécules ayant le même nombre de carbone. Il faut savoir qu'entre deux molécules qui ont le même nombre de carbone, c'est celle qui aura le plus de ramifications. Donc les ramifications, c'est si je redessine une molécule, là par exemple j'ai un groupe CH3, un groupe alkyle, c'est une ramification. Plus une molécule aura des ramifications, plus sa température d'ébullition sera basse. Pourquoi? Prenons l'exemple d'un pentane. De manière topologique,
donc je ne représente pas les carbones, 1, 2, 3, 4, 5, les carbones sont représentés là par les points, eh bien, entre cette molécule-là et une molécule comme ceci, donc 1, 2, 3, et je vais mettre ici, donc 1, 2, 3, 4, et ici je vais mettre un carbone. Eh bien, la surface de contact de cette molécule, elle est beaucoup plus grande que celle-ci. Plus on va avoir des ramifications, plus la molécule elle va être compacte, elle va être sphérique, et elle aura moins de surface de contact qu'un alcane linéaire. Or, il faut voir ça de manière macroscopique, vous n'avez pas qu'un seul alcane en solution, qu'un seul pentane, vous allez en avoir plusieurs qui vont s'empiler. Et on l'a vu, pour atteindre la température d'ébullition, il faut rompre toutes les forces de Van der Waals entre les molécules. Donc il faut rompre ces forces d'interaction entre ces différents alcanes. Et en fait, ces forces d'interaction, plus vous allez avoir des ramifications, moins il y en aura des forces d'interaction. Parce que la surface de contact entre ces molécules, elle est moindre. Les ramifications compactent la molécule, et donc on aura moins de surface de contact, donc moins d'interaction. Et qui dit moins d'interaction, dit moindre besoin pour les rompre, et donc température d'ébullition plus basse. Si on prend ce QCM, parmi les propositions suivantes, laquelle attribue correctement les températures d'ébullition à ces hexanes? Donc ce sont tous des hexanes, ils ont tous 6 carbones, mais on voit que la molécule A, c'est celle qui est la plus linéaire. Elle n'a pas de ramification. La deuxième molécule, elle a 2 ramifications. Et la troisième molécule, elle en a une seule. On a dit, la molécule qui aura la température d'ébullition la plus élevée, c'est celle qui a le moins de ramifications, donc la première molécule. Donc ici, donc les températures proposées, c'est 50, 60 et 69. Eh bien, la première molécule, elle aura une température de 69 degrés. Ensuite, c'est la troisième molécule qui a le moins de ramifications, elle en a une seule, donc ce sera la deuxième température, donc 60, et celle du milieu, c'est celle qui a le plus de ramifications, elle en a deux, donc c'est elle qui aura la température d'ébullition la plus basse, donc ici c'est la proposition B. La représentation ci compte, c'est une représentation de Newman. Dans une représentation de Newman, on se place d'un côté de la liaison. La liaison, c'est mon crayon, on regarde d'un des deux côtés. Je vais commencer par me mettre de ce côté-là. Je regarde ce carbone-là. Pour comprendre, en fait, dans les alcanes, on n'a pas de liaison double ou de liaison triple. Ce sont que des liaisons simples, ce sont que des liaisons sigma. Et on l'a vu dans le cours sur les liaisons fortes, ce sont les liaisons sigma qui permettent une rotation autour de la liaison. Et les liaisons pi, au contraire, elles empêchent cette rotation, puisque les liaisons pi, c'est un recouvrement latéral entre deux orbitales, et ce recouvrement latéral, il empêche la liaison de tourner. Donc une molécule, elle peut avoir plusieurs conformations dans l'espace. Les atomes peuvent bouger autour de la liaison, puisque ce sont des liaisons simples. Et pour le montrer, on va faire une représentation de Newman. Ça, c'est une représentation de Kram, plutôt, et là, on va faire une représentation de Newman. Une représentation de Newman, c'est simplement se placer d'un côté de la liaison sur cette représentation et représenter ce que l'on voit. Le carbone que l'on ne voit pas, c'est ce carbone-là. Là, je regarde comme ça. Le carbone-là, je ne le vois pas. Ce carbone-là, je vais le représenter par un cercle. Et je vais mettre un point au milieu de ce cercle. Ce point, c'est ce point-là. C'est le carbone que je vois. Maintenant, le trait plein que vous voyez ici, pareil que celui-ci, il est en avant du plan. Les pointillés que vous voyez, c'est en arrière du plan. Et le trait ici, c'est dans le plan. Ce trait dans le plan, il est vers le haut. Donc je vais représenter vers le haut. Ce trait ici, il est plus à droite que celui-ci. Le trait en avant du plan, là, le gros trait, il est plus à droite que les pointillés. Donc je vais représenter ici, bon, donc là c'était HC, là c'est HA. Et ici, je vais représenter mon HB. Ça, c'est les atomes liés au carbone de gauche. Maintenant, les atomes liés au carbone de droite. Je vais avoir mon HD qui est vers le haut, donc il est plus à gauche que ce HA. Donc déjà, je vais commencer par le HF, ce sera plus simple. Il est vers le bas, donc je vais commencer par HF, il est vers le bas. Donc je mets vers le bas. Vous voyez, là, je ne remonte pas jusqu'au carbone central. Le carbone central, c'est ce carbone-là.
Donc ici, on a HF. Ensuite, entre ces deux-là, je regarde lequel est le plus à gauche, lequel est le plus à droite. HD est plus à gauche. Donc j'ai HD qui est ici. Et HE est plus à droite. Donc HE est ici. Et là, j'ai représenté selon Newman cette molécule. J'ai représenté plusieurs conformères de butane, mais vous voyez qu'ils n'ont pas la même disposition dans l'espace. Et le but ici, ça va être de déterminer quelle conformation est la plus stable. La conformation la plus stable à la moins stable. Pour savoir quelle molécule est la plus stable, il faut regarder laquelle a la moindre énergie. Moins on a d'énergie, plus on est stable. Or, plus on a d'interactions, moins on est stable. D'accord? La stabilité, si on veut être stable, il faut avoir le moins d'interactions possible. On va commencer par regarder la première molécule. On rappelle, ces traits-là que vous voyez, les trois traits qui sortent du cercle, c'est le deuxième carbone, c'est ce carbone-là. Si je regarde de ce côté-là, je vois ce carbone, celui-ci. Celui-là, je ne le vois pas. Eh bien, ce carbone-là qu'on ne voit pas, c'est le cercle. Ici, on remarque qu'on n'a pas beaucoup d'interactions. J'ai le CH3 qui est là, il est très éloigné du CH3 qui est là. Déjà, lui, il est vers le haut, alors que lui, il est vers le bas. Donc, ça les éloigne. Et il faut savoir que entre deux molécules, c'est celle qui aura le plus d'interactions qui sera la moins stable. Plus on a des interactions, moins on est stable. Ici, on n'a pas d'interaction. On a notre CH3 qui est éloigné du H, notre CH3 qui est éloigné du H, et ici, la même chose. Ce CH3-là, ils sont éloignés de ces deux hydrogènes. Et surtout, ce CH3-là, il est loin de ce CH3. Si on regarde ici, son copain, lui, à côté, son voisin, c'est un CH3. Et un CH3, c'est gros. Donc là, le problème, c'est qu'on a un CH3 qui va interagir avec un CH3. Lui, cet atome d'hydrogène, c'est pareil que celui-ci. C'est un petit atome. Donc, qu'il soit proche, il ne peut pas interagir ici. Ils ne peuvent pas interagir. C'est trop loin. Lui, il est trop petit pour compenser la distance de la liaison. Par contre, lui, il est assez gros. Donc ces deux-là, là, ils vont réagir ensemble. Donc cette molécule-là, déjà, elle est moins stable que celle-ci. Parce que celle-ci, on n'a quasiment pas d'interaction. L'interaction entre le CH3 là et ce H, elle est très faible. Par contre, parce que le CH3 il est gros, mais le H il est très petit. Par contre là, on a une grosse molécule avec une grosse molécule. Ça fait une forte interaction. Donc molécule là, moins stable que celle-ci. Ensuite, celle-ci, on voit déjà que le H, il est rapproché. Alors je ne l'ai peut-être pas bien dessiné, mais le H là, il est un peu plus proche. Donc déjà, l'interaction là, elle est plus forte que celle-ci, parce que celle-ci, elle est plus éloignée que celle-ci. Là, c'est un peu proche. On a encore une fois une interaction ici. Le CH3, il est proche du H. Donc là, à ce moment-là, il va quand même y avoir une interaction, même si l'atome d'hydrogène, il est petit. Et ici, entre deux hydrogènes, mais ça compte pour du beurre. Deux petits hydrogènes, il n'y a pas beaucoup d'interaction entre eux. Par contre, si on regarde cette dernière molécule, là, ces deux gros CH3, non seulement ils interagissent ensemble, donc là, on avait un CH3 qui interagissait avec un CH3, mais là, en plus, ils sont proches. Vous voyez que là, c'est plus proche que là. J'ai peut-être mal représenté, mais c'est ça l'idée. C'est que le CH3 ici, il est proche du CH3 là. Donc ça fait une très forte interaction. Donc cette molécule-là, elle est moins stable que cette molécule-là, parce qu'ici, c'est deux CH3 qui vont interagir ensemble, et deux hydrogènes, alors que là, c'est un seul CH3 qui va interagir avec un hydrogène, un deuxième CH3 qui va interagir avec un hydrogène, mais on n'a pas deux groupes CH3 qui interagissent ensemble. Un CH3H plus x2, ce sera moins que deux gros CH3. CH3H, il n'y a pas beaucoup d'interactions, même s'ils sont proches. Le H, c'est un petit atome. Par contre, ici, comme on a deux groupes méthyl, ça fait une forte interaction. Cette molécule-là, elle est moins stable que celle-ci, parce que ici, nos molécules, elles sont éloignées. Là, on a un CH3 et un CH3, sauf que le CH3, il est loin. Vous voyez qu'il est ici et ici. Donc, le CH3, il est plus éloigné. Or, plus on est loin, moins on aura d'interaction. Et ici, c'est la plus stable, puisque ses voisins, c'est des hydrogènes. Alors que ici, dans l'un de ses voisins, c'est un CH3. Et on voit qu'ici, nos deux CH3, ils sont éloignés. En gros, voilà, pour faire très simple, plus vous avez vos gros constituants, vos gros atomes ou vos grosses molécules qui vont être éloignés, plus la molécule sera stable. Ici, c'est la moins stable, parce que nos deux gros constituants, ils sont proches.
Ici, elle est moins stable que celle-ci parce qu'on a un rapprochement entre cette grosse molécule et cet atome d'hydrogène. Celle-ci, elle est plus stable que celle-ci parce que nos deux groupes méthyl, certes, ils sont à côté, mais en fait, ils sont éloignés. Vous voyez que là, si je redessine proprement, on va avoir, tac, on a notre CH3 qui est ici et notre CH3 qui est ici, alors que ici, il est là. Tac, tac, il est là, notre CH3. Donc, vous voyez, entre là et là, il y a une différence de distance. Donc, comme celle-ci, c'est plus proche, plus d'interaction, moins stable. Et celle-ci, c'est on va dire la meilleure, c'est la plus stable, parce que nos deux gros groupes méthyl, ils sont éloignés. Il y en a un qui est vers le haut, un qui est vers le bas. Donc directement, ça les éloigne. Donc c'est celle-ci la plus stable. Et on a des noms pour ces différentes conformations. Celle-ci, on dit que c'est la décalée anti. Elle, on dit que c'est la décalée gauche. Celle-ci, c'est l'éclipsée gauche. Et là, c'est l'éclipsée sine. Voilà pour ce cours d'alcane. Ça fait très longtemps qu'il n'est pas tombé en examen. Là, je crois que la dernière question, elle date de 2016. Mais voilà, c'est important de maîtriser quand même. C'est pas excessivement compliqué. Donc retenez bien. Pour savoir si une molécule est stable ou non, il faut regarder la distance entre les gros constituants qui la composent. N'hésitez pas à utiliser le forum si vous avez des questions.